avec un décès toutes les 40 secondes, le suicide constitue un enjeu majeur de santé publique. Le modèle stress-vulnérabilité des conduites suicidaires suggère que parmi les patients qui font face à des facteurs de stress, que ce soit des troubles psychiatriques ou des événements de vie stressants, seuls ceux qui présentent une vulnérabilité suicidaire feront une tentative de suicide. Donc les conduites suicidaires peuvent être considérées comme une entité clinique dimensionnelle indépendante. C'est ainsi que le trouble des conduites suicidaires a fait son apparition dans le DSM-5. Donc en fait, les conduites suicidaires constituent une maladie responsable de mort évitable. Il est donc important de déployer de façon intensive des programmes de prévention. Donc à travers cette communication, je vais vous présenter le premier programme français de psychoéducation des conduites suicidaires, dont les éléments psychothérapeutiques qui le sous-tendent. Ce programme, nommé PEPSUI, suit les recommandations du NICE et comprend l'apprentissage de connaissances scientifiques actuelles sur les conduites suicidaires à travers des sessions didactiques et interactives. L'objectif est que le patient devienne expert de sa pathologie. L'apprentissage de compétences psychothérapeutiques, cognitivo-comportementales, ayant montré leur efficacité dans la prise en charge des conduites suicidaires. Donc en fait, ce programme intègre des outils issus de la thérapie ACT, de la TCD et de la psychologie positive. En fait, chaque groupe comprend 10 sessions hebdomadaires de 2 heures par session et chaque groupe comprend 10 patients ayant fait une tentative de suicide dans l'année, donc présentant un trouble des conduites suicidaires actuelles selon le DSM-5. Nous venons de débuter un PHRC national comprenant 13 centres en France. Il s'agit d'un essai contrôlé randomisé comparant l'efficacité du programme PEPSUI à un groupe contrôle de la relaxation sur la récidive suicidaire à 2 ans post-intervention chez des patients ayant fait une tentative de suicide dans l'année. Il est attendu l'inclusion de 500 patients ayant fait une tentative de suicide dans l'année. Donc seuls les patients présentant une schizophrénie ou un retard mental sont exclus. Alors remontons à l'origine de la création de ce programme. Pourquoi ce programme de psychoéducation ? Quel contenu et pourquoi ? Alors tout d'abord, et de façon inquiétante, quelle que soit la tranche d'âge ou le pays concerné, il est estimé que moins de la moitié des individus présentant un risque suicidaire élevé sont en lien avec un service de santé mentale. Alors plusieurs obstacles à la recherche de soins ont été identifiés, certains rapportés par les patients, tels que le faible besoin d'être perçu ou les croyances autour de l'inefficacité des traitements, et d'autres en lien avec certaines dimensions de vulnérabilité suicidaire, telles que les anomalies de prise de décision ou la dysrégulation émotionnelle. Donc il semble ainsi important de développer des stratégies visant à connecter les patients à haut risque suicidaire avec les services de soins en santé mentale, en prenant en compte les barrières interférentes rapportées par ces patients et aussi les obstacles inhérents aux dimensions de vulnérabilité suicidaire. Mais alors, comment améliorer le contact des suicidants avec les services de soins ? Diverses stratégies éducatives autour du suicide, menées dans les collèges-lycées ou par Internet auprès de jeunes adultes, ont montré une amélioration des connaissances sur le suicide et des attitudes de recherche d'aide. Au Japon, notamment, diverses stratégies éducatives menées à grande échelle ont abouti à des résultats intéressants. Amélioration de la conscience en l'existence de structures de soins en santé mentale, amélioration de la propension à rechercher des soins en cas d'idées suicidaires, et diminution des attitudes permissives envers le suicide, telles que le suicide peut être permis lorsqu'il y a suffisamment de raisons ou le suicide est une décision personnelle. Donc éduquer semblerait diminuer les barrières à la recherche de soins, notamment en population générale. Mais alors, du coup, le problème, c'est que ça améliore ça en population générale, mais il y a peu de progrès qui ont été faits, finalement, dans le développement d'interventions visant l'engagement dans les soins des sujets qui sont à haut risque suicidaire. Les programmes de psychoéducation montraient leur efficacité dans la prévention des rechutes de différents troubles mentaux, tels que le trouble bipolaire, le trouble dépressif récurrent et la schizophrénie, via notamment une meilleure compliance aux soins. Donc, ils sont ainsi fortement recommandés pour cibler les problèmes d'adhésion aux soins des patients avec troubles mentaux sévères et persistants. Donc, ils inscrivent le patient dans une démarche active d'acquisition de connaissances et présentent un faible coût. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a voulu mettre en place un programme de psychoéducation à destination des patients suicidants. Alors, comme je vous le disais en introduction, selon les recommandations du NICE, la psychoéducation devrait intégrer enseignement sur la pathologie et stratégie psychothérapeutiques.
Alors qu'en est-il des stratégies psychothérapeutiques? Est-ce que les psychothérapies sont utiles pour la prise en charge des patients suicidants? Eh bien, les données de la littérature montrent que oui, les psychothérapies constituent un outil intéressant de l'arsenal thérapeutique pour la prise en charge des patients à risque suicidaire. Une méta-analyse récente portant sur 32 essais contrôlés randomisés, regroupant plus de 4000 patients, a mis en évidence que les patients bénéficiant de psychothérapie avaient moins tendance à présenter une tentative de suicide au cours du suivi, allant jusqu'à 2 ans post-intervention, que ceux bénéficiant d'un traitement usuel seul. Le nombre de sujets nécessaires à traiter était de 15 pour prévenir une tentative de suicide. Pour comparaison, l'aspirine, qui est une thérapeutique bien établie dans la prévention de la récidive d'un infarctus, a un nombre de sujets nécessaires à traiter de 22. Par ailleurs, il a été montré l'impact supérieur des interventions psychosociales et comportementales ciblant directement les comportements suicidaires, tels que les TCC ou la TCD. En effet, pour chaque 7 à 8 patients à haut risque suicidaire traités par ces interventions, il est estimé qu'un patient de moins décédera par suicide, alors que plus du double de patients ont besoin d'être traités pour atteindre la même efficacité avec les autres interventions. Donc, on devrait développer des stratégies psychothérapeutiques ciblant directement les comportements suicidaires. Et par ailleurs, l'un des challenges les plus importants dans le développement de stratégies thérapeutiques pour les conduites suicidaires est l'ensemble des pathologies qui peuvent y conduire. Donc, il est important d'identifier les processus transnosographiques qui recoupent ces différentes pathologies psychiatriques, ainsi que la vulnérabilité propre associée aux conduites suicidaires. La thérapie d'acceptation et d'engagement est une thérapie intégrative, associant TCC de 3e génération, donc basée sur la mindfulness, entretien motivationnel et thérapie existentielle. Cette thérapie vise à développer des compétences de pleine conscience, permettant de cultiver une relation particulière par rapport aux événements mentaux, que sont les pensées et les émotions. Cette relation est caractérisée par la curiosité, l'ouverture et la bienveillance. En fait, plutôt que de chercher à éviter coûte que coûte les expériences mentales désagréables, ce qui est ce qu'on a tous tendance à faire spontanément, eh bien, on va aller au contraire explorer avec curiosité nos sensations corporelles, notamment en lien avec les émotions, et nos pensées, sans discuter sur les pensées, sans rentrer finalement dans des débats infinis avec elles. L'idée est que plus on lutte contre une expérience mentale aversive, plus elle est envahissante. Au contraire, en adoptant une attitude d'accueil et d'acceptation, l'effet secondaire est que l'expérience intérieure est comme une vague, un flux qui ne stagne pas. Et puis cette thérapie vise également à identifier ce qui est vraiment important pour soi dans la vie, la direction que nous souhaitons donner à notre vie, et agir dans cette direction en incarnant, du mieux qu'il nous est possible, la personne qu'on a vraiment envie d'être en ce monde, instant après instant. Ainsi, la thérapie cible l'évitement expérientiel, c'est-à-dire la tendance à éviter ou échapper aux expériences psychologiques perçues comme aversives, et la flexibilité psychologique, qui sont 2 processus communs à l'ensemble des troubles psychiatriques. Et ça, c'est particulièrement intéressant chez les patients suicidants. En effet, les données de la littérature montrent que les suicidants rapportent des images mentales intrusives de suicide, perçues comme aversives, et tentent de les supprimer de leur esprit. Malheureusement, l'effort pour supprimer ces pensées intrusives, y compris les pensées suicidaires, entraîne une augmentation de leur intensité et de leur fréquence, ainsi qu'une augmentation de l'intensité des émotions désagréables associées. Ainsi, alors que le but de l'acceptation n'est pas la réduction des expériences mentales aversives, elle paraît paradoxalement réduire leur fréquence et leur intensité. Et puis, l'évitement expérientiel ne serait pas seulement prédictif des conduites suicidaires, les conduites suicidaires peuvent être considérées comme la plus extrême expression de l'évitement expérientiel. En effet, la conduite suicidaire intervient comme un moyen d'éviter ou d'échapper à un vécu psychologique perçu comme intolérable. Et puis une étude intéressante portant sur près de 200 patients avec histoire de troubles dépressifs récurrents et conduite suicidaire a mis en évidence une altération du lien entre symptomatologie dépressive et idées suicidaires chez les patients ayant bénéficié d'un entraînement en mindfulness comparativement à ceux n'ayant pas bénéficié de cet entraînement. Donc l'entraînement en mindfulness et donc le développement de la compétence d'acceptation pourrait non seulement permettre une réduction des idées suicidaires indépendamment de son effet sur la symptomatologie dépressive, et par ailleurs, ceci pourrait permettre de réduire la réactivité cognitive suicidaire chez les patients présentant une vulnérabilité suicidaire. Et puis la thérapie ACT permet une augmentation de la motivation intrinsèque. Or, en fait, on sait que les patients suicidants rapportent fréquemment leur état actuel à un manque de but, de sens dans la vie. Donc là, il est important de clarifier la différence entre motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque suppose que l'être humain réagit aux récompenses et punitions qu'il reçoit de l'environnement,
alors que la motivation intrinsèque suppose que l'être humain réagit au motivateur intérieur à lui, à savoir son désir de diriger sa propre vie, d'accroître et de diversifier ses capacités et de donner un sens à sa vie. Ainsi, la clarification des valeurs pourrait permettre de mettre en lumière et de rendre conscients les renforçateurs de la motivation intrinsèque d'un individu. Et puis, la thérapie ACT utilise un outil très intéressant. C'est une analyse fonctionnelle transnosographique qui s'appelle une matrice et qui apparaît comme un outil vraiment intéressant dans l'amélioration de la flexibilité psychologique et la prise de décision, qui sont deux facteurs neuropsychologiques altérés chez les patients suicidants. Je vous présenterai de quoi il s'agit juste après. Alors, à la suite d'une étude pilote menée par notre équipe ayant suggéré un intérêt de la thérapie ACT dans la prise en charge des patients suicidants et corroboré par l'étude d'une équipe américaine, nous avons mené dans le service le premier essai contrôlé randomisé comparant l'efficacité de la thérapie ACT à un groupe contrôle de la relaxation chez des patients ayant fait une tentative de suicide dans l'année, donc présentant un trouble des conduites suicidaires actuel selon le DSM-5. Donc 40 patients ont été inclus et randomisés en deux groupes. L'évaluateur était indépendant de la prise en charge et en aveugle du groupe d'allocation. Et le résultat principal de cette étude était une réduction statistiquement significative de la sévérité et de l'intensité des idées suicidaires plus importante dans le groupe ACT que dans le groupe relaxation, avec un maintien de l'effet à 3 mois post-intervention. Et puis on retrouvait des résultats similaires sur la symptomatologie dépressive et anxieuse et sur l'amélioration de la qualité de vie. Et puis aussi on avait une amélioration de certaines dimensions cliniques associées à la vulnérabilité suicidaire, telles que la douleur psychologique et le désespoir. Fait intéressant, c'est que les processus thérapeutiques tels que l'acceptation, le contact avec l'instant présent et la diffusion est amélioré uniquement dans le groupe ACT. Et puis, donnée intéressante pour nos patients, c'est que finalement, on avait une très bonne adhésion des patients à cette thérapie, avec un nombre médian de séances honorées de 7 sur 7 et une note moyenne d'utilité de la thérapie de 9,92 sur 10. Alors, autre outil psychothérapeutique utilisé dans le programme PEPSUI, les outils issus de la TCD. La TCD est le traitement de référence pour la prise en charge du trouble de personnalité borderline, trouble le plus associé aux conduites suicidaires. En effet, il est estimé que 85% des personnes borderline feront des tentatives de suicide multiples et 10% vont décéder par suicide, ce qui représente 50 fois plus que la population générale. Alors la TCD comprend l'apprentissage de compétences de régulation émotionnelle, de compétences de tolérance à la détresse et de compétences d'efficacité interpersonnelle. Alors, ce qui nous intéresse en particulier ici, ce sont les compétences additionnelles de tolérance à la détresse, visant à traverser le moment de crise sans aggraver la situation. La crise correspond à un niveau de tension émotionnelle au-delà duquel le sujet est en détresse et il lui est impossible d'appliquer les outils de régulation émotionnelle. Alors, même si les compétences de tolérance à la détresse doivent constituer vraiment un outil, une trousse de secours occasionnel et non un pilier de fond de la thérapie, cette compétence-là, tolérance à la détresse, s'avère quand même d'un intérêt précieux chez les patients suicidants. Et enfin, ce programme utilise certains outils issus de la psychologie positive. Alors, la psychologie positive vise à cultiver des états affectifs et cognitifs positifs, tels que l'optimisme et la gratitude, et restaurer un sens à la vie, ce qui a montré son efficacité dans la réduction de la symptomatologie dépressive et des idées suicidaires. Une étude pilote avait suggéré l'intérêt d'exercices de psychologie positive, notamment d'un journal alimentaire, sur l'amélioration de l'optimisme et la diminution du désespoir à court terme chez les patients hospitalisés en crise suicidaire. Notre équipe vient de terminer un essai contrôlé randomisé visant à comparer l'efficacité d'un journal de gratitude, comparativement donc à un groupe contrôle, journal alimentaire, sur la réduction de la douleur morale et des idées suicidaires chez 206 patients hospitalisés en crise suicidaire. Nous allons passer à l'analyse des données. Et puis, l'altération du lien social et du sentiment d'appartenance étant au cœur, finalement, des conduites suicidaires, les compétences de psychologie positive visant à améliorer la qualité des relations sociales sont d'un intérêt particulier chez les patients suicidants. Alors, pour finir, j'ai choisi de vous présenter en quelques minutes l'analyse fonctionnelle, donc, qui est notre trame tout au long du programme de psychoéducation. Il s'agit d'une matrice. Donc, en fait, on va réaliser une matrice de groupe sur paperboard, mais chaque patient réalisera sa matrice personnelle et puis réalisera différentes matrices au fur et à mesure finalement de la thérapie. Donc on peut présenter la matrice au patient de la façon suivante. Je vais vous présenter un modèle, un point de vue que beaucoup de personnes ont trouvé utile pour faire des choses importantes pour elles, même en présence d'obstacles. Selon ce point de vue, quand on regarde un être vivant,
on peut observer que soit il est en train de chercher à s'approcher de quelque chose, soit il est en train de chercher à s'éloigner de quelque chose. Par exemple, si on prend un lapin dans un champ, on peut observer que soit il est en train de chercher à s'approcher du champ de carottes des voisins, soit il est en train de chercher à s'éloigner du chien du voisin. Et puis pour nous, les humains, on peut chercher à s'approcher ou s'éloigner de choses de l'expérience des 5 sens, donc de choses extérieures, ou on peut chercher à s'éloigner de choses qu'on ne veut pas penser ou ressentir, ou s'approcher de choses qui sont importantes pour nous dans la vie. Donc on pourra commencer par remplir en bas à droite de la matrice, mais ensuite on pourra commencer par le cadran qu'on veut, mais pour la matrice du départ, on peut commencer par là. Et on va identifier finalement les domaines de vie importants pour le patient. Donc les domaines de vie comprennent les relations, dont la première des relations est la relation qu'on a avec soi-même, le domaine travail-apprentissage, le domaine développement personnel santé et les loisirs. Dans ces domaines, on va identifier des activités et des personnes importantes pour le patient, et derrière ça, les valeurs. Donc les valeurs, en fait, c'est la qualité des actions en cours, c'est-à-dire la manière dont nous voulons nous comporter avec le monde, les autres et nous-mêmes. C'est une manière d'agir. On va donc différencier les valeurs des objectifs. Les valeurs sont toujours disponibles, pas les objectifs. Exemple, la différence entre être marié et être aimant. Si vous voulez être aimant attentionné, c'est une valeur, c'est actuel. Vous pouvez agir de la sorte pour le reste de votre vie. Et à tout moment, vous pouvez faire un choix. Soit agir selon cette valeur, soit la négliger. Mais si vous voulez vous marier, c'est un objectif. C'est quelque chose qui peut être atteint, barré de la liste. Et vous pouvez atteindre votre objectif de mariage tout en ayant toujours négligé votre valeur au sujet d'être aimant attentionné. Donc les valeurs sont bien plus puissantes que les objectifs parce qu'elles sont toujours disponibles. À tout moment, nous pouvons choisir d'agir selon elles ou de les négliger. C'est notre choix. Ce n'est pas le cas des objectifs. Nous ne pouvons pas garantir que nous atteindrons le but de nous marier, mais nous pouvons, à tout moment, choisir d'agir selon la valeur de notre aimant attentionné. Et cela est possible même si nous n'avons pas de partenaire. Nous pouvons être aimants attentionnés envers notre famille, nos amis, nos animaux, l'environnement et bien sûr envers nous-mêmes. Donc en fait, on va identifier les domaines de vie importants pour la personne, les activités, personnes importantes, et derrière ça, en fait, surtout les valeurs, parce qu'en fait, ces choses-là, dans les domaines de vie, en fait, ça va être des supports d'expression des valeurs. Et puis, on va remplir en bas à gauche de la matrice, et on va demander au patient, est-ce que vous faites toujours des choses qui vous approcheraient de ces choses ou de ces personnes importantes pour vous dans la vie, de la manière dont vous souhaiteriez le faire, ou pas toujours? Donc le patient, bien sûr, va nous dire pas toujours. Si donc nous ne faisons pas que des actions qui nous approcheraient de ces choses ou de ces personnes importantes pour nous dans la vie, de la manière dont nous souhaiterions le faire, c'est parce qu'il doit y avoir des obstacles. Les obstacles, il y en a 2 sortes. Une sorte que je qualifierais d'obstacle extérieur. Par exemple, j'ai un copain qui a déménagé de France au Québec. Avant, il voyait ses parents 1 fois par semaine. Maintenant, il ne les voit plus 1 fois par semaine parce qu'il est trop loin. C'est un obstacle extérieur. Les obstacles extérieurs sont importants, mais nous les verrons plus tard. Et puis, il y a un autre type d'obstacle que je qualifierais d'obstacle intérieur. Avant, ce copain donc voyait ses parents 1 fois par semaine. Maintenant, il ne les appelle pas par Skype 1 fois par semaine parce que ennui, je le ferai plus tard, qui font qu'il ne les appelle pas. C'est un obstacle intérieur. Est-ce que il y a des obstacles intérieurs qui ont tendance à se présenter à vous, qui vous font souffrir et qui vous empêchent de vous approcher des choses et des personnes importantes pour vous, de la manière dont vous souhaiteriez le faire? Si oui, lesquels? Donc, exemple d'obstacle intérieur, je suis nul, je ne vaux rien, j'y arriverai jamais, etc. Donc, en fait, là, on va identifier les pensées, c'est-à-dire ce que notre mental nous raconte, et les émotions. Donc, en fait, quand on adhère à une pensée, ça va déclencher quelque chose en nous, c'est une émotion. Et on va identifier donc les sensations corporelles qui sont sous-tendues par l'émotion, parce que les émotions s'expriment de manière physique dans le corps sous forme de sensations corporelles. Et identifier précisément ces sensations corporelles est particulièrement important, parce que ça va nous permettre d'identifier correctement l'émotion, et aussi parce qu'identifier avec précision les sensations corporelles est la première étape du processus d'acceptation. Parce qu'en fait, quand on fait des comportements impulsifs, en action et réaction, des comportements d'évitement expérientiel, c'est avec ces sensations physiques désagréables qu'on ne veut pas être en contact. Alors, une personne a souvent les mêmes types d'obstacles internes qui se présentent à elle, c'est comme des hameçons, la passe présente, on y mord, et ça nous conduit à faire des choses pour diminuer la souffrance générée par le fait de mordre à ces hameçons. Et puis on va remplir en haut à gauche de la matrice. Qu'est-ce que je peux vous voir faire d'autre que vous approcher de ce qui est important pour vous dans la vie quand ces obstacles se présentent à vous, quand ces hameçons se présentent à vous? Si je vous filmais avec une caméra, qu'est-ce que je vous verrais faire? Qu'avez-vous essayé de faire pour éviter ou vous débarrasser de ces pensées, de ces émotions difficiles? Y a-t-il des gens, des endroits, des situations, des activités que vous évitez et dont vous écartez quand vos hameçons vous font souffrir? Donc en fait, il s'agit des choses que vous faites plutôt
pour vous débarrasser de ces hameçons, ou sous le contrôle de ces hameçons, plutôt que pour vous approcher des choses et des personnes importantes pour vous, de la manière dont vous souhaiteriez le faire. Donc, exemple de comportement qu'on peut ranger en comportement public, c'est-à-dire observable de l'extérieur, et comportement privé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir avec une caméra, mais que la personne fait quand elle s'est laissée hameçonner. En fait, tous ces comportements, en haut à gauche, donc, sont des comportements d'évitement expérientiel qui visent finalement à diminuer l'inconfort le plus rapidement possible. C'est comme en fait essayer de trouver une sortie de secours, sauf que le problème des sorties de secours, c'est que ça nous amène rarement là où nous aurions souhaité. Et puis on peut faire une ébauche de remplissage en haut à droite, et puis on va dire quelles sont les choses que je peux ou que je pourrais vous voir faire pour vous approcher des choses ou des personnes importantes pour vous de la manière dont vous souhaiteriez le faire. S'il n'y avait pas tout ça, tous ces hameçons en bas la souris ne marche pas, en bas à gauche, qu'est-ce que je pourrais vous voir faire ? Qu'est-ce que je pourrais vous voir faire de différent qui pourrait finalement enrichir votre vie ? Donc en fait, en haut à droite, il y a une infinité de comportements possibles. Et là, on va revenir sur la gauche de la matrice, on va regarder comment ça fonctionne. En fait, comment ça fonctionne pour vous, les choses que vous faites en haut à gauche, pour vous éloigner de ce que vous ne voulez pas penser ou ressentir. Est-ce que c'est efficace à court terme ? C'est-à-dire que quand vous le faites, l'hameçon est moins intense. Donc en fait, le patient identifie que très souvent, ça fonctionne à court terme. En fait, en tant que thérapeute, on sait que ça fonctionne forcément à court terme, puisque le comportement se maintient, c'est le principe du conditionnement opérant. Donc on va dire, ce que vous faites, ça a quand même du sens. Si vous le faites, c'est que ça améliore les choses à court terme. Mais est-ce que c'est efficace à long terme ? C'est-à-dire que depuis que vous le faites, l'hameçon n'est jamais revenu, ou revenu moins intense, moins fréquemment. Donc le patient identifie que ce qu'il fait, ça marche à court terme, mais à long terme, soit ça n'a aucun effet, soit ça aggrave les choses. Donc, ce qui se passe, c'est que ce qui est en bas à gauche se présente, et puis le patient fait ce qui est en haut à droite, et puis ça revient, et il refait ça, et puis du coup, le champ se rétrécit, et ça, c'est vraiment dur. Et donc, on va voir, est-ce que ce que vous faites, là, ici, c'est efficace pour vous approcher des choses et des personnes importantes pour vous dans la vie, de la manière dont vous souhaiteriez le faire ? Non. Donc, en fait, on identifie que ce qu'il fait ici, ça marche à court terme, mais à long terme, soit ça n'a aucun effet, soit ça aggrave les choses, et ça l'éloigne de ce qui est important pour lui dans la vie. On a donc posé notre point de vue. Imaginez que vous puissiez choisir entre deux vies possibles. Une vie dans laquelle la majorité de ce que vous faites est pour vous éloigner de ce que vous ne voulez pas penser ou ressentir. Et une vie dans laquelle la majorité de ce que vous faites est pour vous approcher des choses et des personnes importantes pour vous dans la vie, de la manière dont vous souhaiteriez le faire. Si vous pouviez choisir ou voter pour l'une de ces deux vies, vous choisiriez ou voteriez pour laquelle des deux ? Le patient va nous dire la vie numéro 2, ça tombe bien nous aussi. Donc notre travail va être au service de vous faire aller vers ce qui est important pour vous. Donc en fait, on ne va pas mettre toute notre énergie dans la lutte contre ça, mais on va choisir d'avancer en direction de ce qui est important pour vous, malgré la présence de ça. Et ce qu'on sait, c'est qu'agir en direction de ce qui est important pour vous, malgré la présence de ça, est plus efficace pour créer une vie qui a du sens, et en plus, ça fait diminuer la fréquence et l'intensité de ça, d'autant mieux qu'on ne cherche pas à le faire. Tout simplement parce que vous passez plus de temps à droite qu'à gauche de la matrice, donc même si c'est toujours là, ça, c'est fonctionnellement moins important dans votre vie. C'est comme la radio dans une pièce. Si ça nous embête, on n'entend que ça. Mais si on est pris dans une conversation qui nous intéresse, eh bien on n'entend plus. Alors que c'est toujours la même station radio avec les mêmes bêtises qui sont diffusées. On pourra donner la métaphore du bus. C'est comme si vous étiez le conducteur d'un bus dont les passagers sont tout ça. Alors parmi les passagers, il y a des passagers qui sont agréables, mais quand on souffre comme vous souffrez, il y a beaucoup de passagers désagréables, et les passagers crient très fort aux oreilles du conducteur du bus, en demandant de tourner d'un côté ou de l'autre. Sauf qu'en fait, il y a une seule personne qui a le pouvoir de diriger le bus, c'est le conducteur, c'est vous. Et le conducteur a le choix de diriger le bus en direction de ce qui est important pour lui, malgré la présence des passagers qui lui crient très fort aux oreilles. Et plus le conducteur sera pris par des paysages qu'il veut voir, dans des directions qui ont du sens pour lui, moins les passagers crieront fort aux oreilles. C'est un peu comme la radio au fond sonore. En fait, il y a deux habiletés centrales pour utiliser la matrice. La première, c'est la capacité à s'entraîner à trier entre la gauche et la droite de la matrice. En faisant ça, les actions à droite augmentent. Pourquoi ? Parce qu'elles sont puissamment renforcées par le fait de savoir qu'on est en train d'agir en direction de ce qui est important pour nous, en cohérence avec la personne qu'on veut être. Et la deuxième, c'est la méthode par petits pas, en dehors de la zone de confort, tout en restant dans la zone de prendre soin de soi, dans les domaines de vie importants pour la personne et en incarnant les valeurs. Et ça passera bien sûr par l'apprentissage de compétences de pleine conscience visant à se positionner différemment par rapport à ça, finalement,
en identifiant instant après instant quelles sont ces sensations corporelles qui auraient tendance à me faire réagir impulsivement, en mode action-réaction, et faire du mieux que je peux, instant après instant, des choix d'action valorisés qui représentent la plupart du temps un engagement inconfortable, mais qui m'amènent à un sentiment de cohérence, d'alignement. Et puis au milieu, il y a moi. Il n'y a que moi qui peux savoir, instant après instant, ce qui est important pour moi, les obstacles qui se présentent à moi, et dans quelle intention je fais un comportement. Dans quelle intention je fais un comportement. Est-ce que je le fais en haut à gauche, pour m'éloigner de ce que je ne veux pas penser ou ressentir, ou est-ce que je le fais en haut à droite, pour m'approcher de ce qui est important pour moi dans la vie. Excuse-moi, oui. Il va falloir conclure. Conclusion. En conclusion, l'Organisation mondiale de la santé a fait de la prévention du suicide une priorité de santé publique. Dans cette perspective, et eu égard de la faible inscription des patients suicidants dans les soins en santé mentale, le développement de stratégies de psychoéducation du suicide s'avère une stratégie prometteuse. L'enjeu de tels programmes, donc, est de fournir aux patients les connaissances scientifiques actuelles sur la pathologie et de délivrer des compétences psychothérapeutiques, cognitivo-comportementales adaptées. Le premier programme français de psychoéducation du suicide vise à répondre à ces attentes. Donc un essai contrôlé randomisé, multicentrique, évaluera son efficacité dans la prévention de la récidive suicidaire à 2 ans post-intervention. Si ce programme s'avère efficace dans la prévention de la récidive suicidaire, mais aussi dans l'amélioration de la qualité de vie des patients et dans l'amélioration de l'adhésion aux soins des patients suicidants, alors il pourrait apparaître comme un outil thérapeutique novateur, peu coûteux et facilement généralisable dans les structures de soins.